Excellences, Mesdames et Messieurs, le Conseil des droits de l'homme a tenu sa 6e réunion intercession sur le programme 2030 et les droits de l'homme le 18 janvier dernier. Mandatée par la résolution 52/14, la discussion a été consacrée au sujet de l'intégration des droits de l'homme dans les réformes de l'architecture financière internationale, pierre angulaire de la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 et d'une économie des droits de l'homme. La réunion a permis d'entendre un nombre d'experts académiques de renommée internationale, de responsables politiques, de hauts fonctionnaires des Nations Unies et de pays membres, ainsi que de représentants et de représentantes de la société civile qui ont soulevé de nombreuses actions à mener au niveau national et à l'échelle mondiale afin d'intégrer les droits humains dans la gouvernance économique et financière et de réaliser les objectifs de l'agenda 2030. Les idées avancées peuvent être regroupées sous 3 volets. Tout d'abord, la question de savoir comment envisager la réforme des institutions financières internationales sous l'angle des droits de l'homme. Les institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement devraient actualiser leur mandat, leurs politiques et leurs outils en mettant l'accent sur la réalisation des objectifs de développement durable et des droits humains. Elles sont appelées à respecter les obligations auxquelles les États ont souscrit en matière de droits humains en les considérant comme des éléments constitutifs de l'état de droit. Par ailleurs, les institutions financières sont invitées à effectuer et à publier des études concernant l'impact sur les droits humains et les inégalités ex ante et ex post de leurs activités de financement et de prêt. Garantir l'accès du public à l'information est une autre recommandation qui vise à assurer la participation concrète, la transparence et l'obligation de rendre compte de la compatibilité des politiques économiques avec les droits humains. Une amélioration de leur gouvernance est suggérée, notamment en révisant les modalités de répartition des quotes-parts et des droits de vote au FMI et à la Banque mondiale, et en assurant une représentation plus équitable au sein de leur conseil d'administration. Un accroissement de la proportion de financement accordé à des conditions favorables à plus long terme et à des conditions d'emprunt plus équitables, ainsi que le recyclage des droits de tirage spéciaux inutilisés serait bienvenu afin d'étoffer notamment les ressources maximum dont disposent les États pour réaliser les droits humains. L'idée est également avancée d'émettre de nouveaux droits de tirage spéciaux et de déployer des financements pour parer aux imprévus par l'intermédiaire de banques de développement. Établir un filet de sécurité financier mondial plus équitable, à même de résister aux chocs mondiaux, pourrait être un complément utile pour garantir une protection sociale universelle et une transition juste. Enfin, on peut envisager de dépasser les indicateurs économiques traditionnels tels que le produit intérieur brut et le revenu national brut et s'appuyer sur un indice de vulnérabilité multidimensionnel pour évaluer les besoins de financement des pays. Un deuxième groupe d'idées tourne autour du thème visant à exploiter au mieux les ressources disponibles pour réaliser les droits économiques, sociaux et culturels et de ne laisser personne de côté dans un contexte de surendettement croissant. Sur ces points, les États membres devraient protéger les droits économiques, sociaux et culturels à toutes les étapes des négociations avec les créanciers et les faire respecter par tous les créanciers en tant qu'éléments constitutifs de l'état de droit. Ils devraient réviser les principes visant à promouvoir des pratiques responsables pour l'octroi des prêts et la souscription d'emprunts souverains à la lumière des principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l'homme. Les États pourraient se décider à charger une autorité mondiale de la dette, efficace, indépendante, vis-à-vis des intérêts des créanciers et des débiteurs et respectueuse des obligations en matière de droits humains et coordonner la structuration de la dette souveraine. Protéger un cadre juridique multilatéral serait primordial pour garantir que tous les créanciers publics et privés participent sur un pied d'égalité à la renégociation, à l'annulation, à l'allègement ou à la restructuration de la dette souveraine.
L'intérêt collectif suggère également de renforcer la réglementation et la transparence des agences de notation de crédit pour que leurs évaluations ne compromettent pas les obligations en matière des droits humains des États surendettés. Rendre publiques les conditions des accords de prêt ferait également partie d'une transparence accrue. Des situations particulières exigent des mesures particulières. Il serait donc conseillé d'assurer que des dispositions instaurant un moratoire automatique dont les clauses de suspension et d'allègement du service de la dette en cas de catastrophe naturelle d'origine soient incorporées dans les accords de prêt par tous les créanciers. Enfin, le suivi et l'examen de la durabilité de la dette nationale devraient être effectués à la lumière des obligations qui incombent aux États membres en matière de droits de l'homme, l'objectif étant de protéger les dépenses sociales. Le troisième groupe d'idées viserait à s'appuyer sur les droits humains pour lutter contre les flux financiers illicites et la corruption au moyen de mécanismes efficaces de coopération internationale en matière fiscale et grâce à la transparence financière. Ici, les États membres devraient adopter un régime d'imposition progressive du patrimoine, du revenu et des superbénéfices et incorporer le principe général de progressivité dans les régimes fiscaux nationaux. Les États membres devraient intégrer les droits humains dans le processus d'élaboration du projet de convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale internationale. La création d'un organe efficace, inclusif et représentatif chargé de la coopération fiscale internationale dans le cadre de l'ONU est proposée. Par ailleurs, il est envisageable de répartir plus équitablement les droits d'imposition entre les pays développés et les pays en développement et de relever le taux minimal mondial d'imposition des sociétés afin de contrecarrer la tendance au nivellement par le bas. Quel est l'impact sur les droits humains de l'approche à deux piliers de l'OCDE et du G20 ? Une évaluation mettant l'accent sur la capacité des États d'exploiter au mieux les ressources disponibles pour réaliser les droits économiques, sociaux et culturels serait souhaitable. L'échange automatique d'informations fiscales et financières entre les autorités nationales compétentes est une bonne pratique. Les États sont par ailleurs appelés à établir des registres publics des bénéficiaires effectifs pour les personnes morales, les actifs et les accords. Ils devraient également veiller à ce que les entreprises multinationales publient des rapports par pays contenant des informations sur les impôts dont elles s'acquittent ainsi que d'autres informations financières connexes. Enfin, les États devraient envisager de renforcer le devoir de diligence raisonnable des entreprises et d'améliorer les lois et la réglementation relative à l'investissement, à la fiscalité, au secteur bancaire et aux institutions financières pour éviter des flux financiers illicites. La prochaine réunion du G20, qui doit se tenir au Brésil, le sommet de l'avenir de septembre 2024 et le forum de la 4e conférence internationale sur le financement du développement qui doit avoir lieu en 2025 en Espagne offriront des occasions cruciales pour suivre ces recommandations et contribuer à la réalisation du programme 2030. Souvenons-nous qu'il n'y a pas de développement durable sans financement durable du développement. Je vous remercie.